regardez bien cette photo. Nous sommes le 19 juillet 1916 dans une tranchée du front de l'Ouest, dans le département du Nord, non loin de Lille. Ces 8 jeunes hommes tournés vers l'objectif portent de larges casques et des uniformes qui les identifient comme des soldats d'une nation de l'Empire britannique, et plus précisément l'Australie. D'ici quelques heures, ils vont prendre part à la bataille de Fromelles et ces hommes vont monter à l'assaut des positions allemandes. Aucun de ces soldats ne va en sortir indemne. Dans peu de temps, 5 seront morts et les 3 survivants seront blessés. Comme des milliers de combattants des deux camps, ces Australiens font alors à Fromelles l'expérience de la guerre moderne dans ce qu'elle a de plus terrible, la mort de masse. Avec mon équipe, je suis allé sur les traces des troupes australiennes dans les champs de bataille du Nord pour comprendre et analyser cette bataille de Fromelles et les terribles épreuves qu'ont vécues ces jeunes gens. Des jeunes gens qui sont partis se battre aux côtés des Britanniques et des Français dans une guerre pour laquelle ils n'étaient pas préparés, contre un ennemi qu'ils ne connaissaient pas, sur une terre qu'ils ne connaissaient pas non plus, et ce, à l'autre bout du monde. Pour bien comprendre comment ils en sont arrivés là, nous nous sommes rendus au musée de la bataille de Fromelles, qui dépend de la métropole européenne de Lille. Mais tout d'abord, revenons un peu en arrière. En juillet 1916, la Première Guerre mondiale ensanglante l'Europe depuis déjà 2 ans. À la fin du mois de juillet 1914, la déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie, avec le soutien de l'Allemagne, a entraîné presque toutes les nations européennes dans un conflit d'une ampleur inédite. 2 camps et leurs alliés s'opposent. D'un côté, la Triple Entente, composée de la République française, du Royaume-Uni et de l'Empire de Russie. De l'autre, les empires centraux que sont le Reich allemand et l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui ont été rejoints le 31 octobre 1914 par l'Empire ottoman. Dès 1905, les plans du grand état-major allemand prévoyaient, en cas de guerre, de déployer la majeure partie des forces disponibles face à la France. Considérés comme l'ennemi le plus dangereux à court terme, les Allemands veulent l'abattre le plus rapidement possible pour se retourner ensuite contre la Russie, supposée plus lente à mobiliser ses troupes. En 1914, les hostilités ont donc commencé à l'ouest par une guerre de mouvement lancée tambour battant par l'armée allemande. Celle-ci, violant la neutralité de la Belgique, a pu pénétrer rapidement et profondément en territoire français après avoir pris le dessus lors de la bataille des frontières. Stoppées puis repoussées par la victoire alliée sur la Marne en septembre 1914, les forces allemandes ont réussi à s'accrocher au terrain sur les rives de l'Aisne. Le front s'est alors fixé et étiré jusqu'à la mer du Nord, chaque armée cherchant à déborder l'autre. Les troupes se sont progressivement enterrées sur place, face à face, transformant le conflit en une meurtrière guerre de position. C'est ce qu'on appelle la guerre des tranchées. Le front devient une machine à broyer les régiments où l'artillerie écrase tout selon une logique implacable qui s'installe pour toute l'année 1915 et les premiers mois de 1916. C'est dans ce contexte que le contingent australien, ou plus précisément l'Australian Imperial Force, ou AIF, la force impériale australienne, doit pour la première fois entrer en action sur le front français. En effet, dès le début du conflit, le Royaume-Uni a fait appel à son empire pour l'aider à combattre sur les différents théâtres d'opération où il se retrouvait impliqué. Les territoires concernés ont donc levé des troupes. Et à l'époque, l'Australie est un dominion, c'est-à-dire un État membre autonome de l'Empire britannique. De par ce statut, elle s'est retrouvée en 1914 automatiquement en guerre. Elle a donc officiellement mis sur pied le 15 août de la même année une division d'infanterie et une brigade de cavalerie légère. Fidèle au modèle de recrutement britannique d'alors, elle refuse l'idée d'une conscription et s'en tient au volontariat pour mettre sur pied cette armée destinée à combattre en Europe. Mais les recrues affluent. Pour beaucoup de jeunes hommes de l'époque, le sentiment du devoir patriotique s'impose facilement et il est donc normal de répondre à l'appel. D'autres sont animés par l'envie de voyager ou par le besoin d'argent. Beaucoup aussi subissent indiscutablement la pression sociale. Et si les volontaires sont au rendez-vous, l'Australie n'a alors pas les moyens industriels d'équiper son contingent en artillerie et autres matériels lourds. Pour cela, il lui faudra compter sur le grand frère britannique.
On va se retrouver avec des soldats qui ont pour la plupart entre 21 et 30 ans. Donc ça, c'est la plus grande majorité, avec 56% des soldats référencés dans l'AIF, donc dans l'Australian Imperial Force. Mais également des soldats un peu plus âgés, entre 31 et 40 ans, avec environ 16%, on va dire. Donc la majorité, c'est des soldats qui ont à peu près 25, 26, 27 ans. La plupart sont célibataires, parce que 82% des soldats engagés sont célibataires, 17 sont mariés et 1% seulement est veuf. On a également 34% de soldats qui sont soit commerçants, soit artisans, 30% qui sont plutôt ouvriers et ensuite environ 17% de soldats qui sont dans les travaux agricoles. C'est justement un peu une chance de pouvoir observer ça parce qu'on se dit que c'est souvent des gens qui ont des emplois un peu compliqués, qui s'engagent et au final pas du tout, il y a un peu de tout. En termes de religion, on est plutôt sur une religion chrétienne, c'est-à-dire qu'on a à peu près 97% de chrétiens et à l'intérieur une très grande part de protestants dans la mesure où seulement 20% sont catholiques et ensuite on a un petit pourcent qui correspond à la confession juive et quelques soldats qui n'ont pas de confession ou des confessions un peu annexes. Dès le 1er novembre 1914, les unités australiennes embarquent pour la guerre, mais leur destination, en fait, ce n'est pas l'Europe, mais l'Égypte. Le pays vient de devenir officiellement protectorat britannique, après des années d'occupation de fait par les troupes anglaises. On estime que les Australiens pourront s'y entraîner avant d'être déployés contre les Allemands. Après un mois de voyage, ils arrivent à destination. Mais en Méditerranée orientale, les Alliés font face aux Turcs de l'Empire ottoman qui ont pris le parti des Allemands. Et cet empire, bien qu'alors souvent appelé l'homme malade de l'Europe pour souligner son état d'affaiblissement en ce début du XXe siècle, eh bien, il reste une véritable puissance. L'armée turque fait reculer les troupes russes du Caucase, la région entre la mer Noire et la mer Caspienne, où les deux empires sont en contact. De plus, les Turcs contrôlent les détroits des Dardanelles et du Bosphore, qui permettraient aux Français et aux Anglais de secourir ce même allié russe en accédant à la mer Noire. Pire encore, pour Paris et Londres, les troupes du sultan pourraient aussi menacer le canal de Suez, voie de communication indispensable vers leur colonie en Asie. On décide donc de pousser rapidement l'Empire ottoman à baisser les armes, en forçant le passage des détroits par la mer grâce à une puissante armada de 18 cuirassés accompagnés de croiseurs et de destroyers. Mais ce plan initial, mis en œuvre le 18 mars 1915, est un échec. Les forts côtiers turcs réaménagés sur les conseils des Allemands et surtout les mines marines infligent de telles pertes aux escadres françaises et anglaises que cette idée est tout simplement abandonnée. On décide alors plutôt de tenter un débarquement terrestre. Et pour ça, on fait appel aux troupes disponibles à proximité, donc, entre autres, les Australiens, qui se joignent au contingent néo-zélandais pour former l'Australian and New Zealand Army Corps, l'ANZAC. Celui-ci comprend d'ailleurs aussi quelques éléments britanniques, irlandais et de l'armée des Indes, pour un total d'un peu moins de 31 000 hommes, le tout sous le commandement du général William Birdwood. Il sera accompagné par l'armée française d'Orient du général D'Amade et la 29e division britannique. C'est ainsi que les Australiens se retrouvent impliqués dans une campagne dont le bilan va se révéler désastreux. Le 25 avril 1915, les troupes lancent l'opération amphibie prévue en débarquant sur la péninsule de Gallipoli qui forme le détroit des Dardanelles. Là où la mémoire britannique a retenu pour cet épisode le nom de la péninsule, Gallipoli, les Français ont plutôt retenu celui du détroit, Dardanelles. Mais sur le terrain, les contingents sont bien en butte au même échec. Ils parviennent à établir des têtes de pont au prix de lourdes pertes, puis piétinent. C'est que les Ottomans viennent de former leur 5e armée, forte de 100 000 hommes et commandée par un général allemand, Otto Liman, avec pour mission express de défendre les détroits. L'ANZAC, qui débarque le 25 avril sur le flanc ouest de la péninsule, se heurte notamment au 57e et 27e régiment d'infanterie turque et perd plus de 2000 soldats dès le premier jour. Il se retrouve dans une position si précaire qu'on songe même à l'évacuer immédiatement, mais il s'accroche. Entre plages et collines abruptes, ravins et crêtes étroites, les soldats débarqués se fortifient sur place et tentent de progresser tant bien que mal. Les Australiens goûtent là à leur première tranchée. Pendant des semaines, Alliés et Turcs lancent des attaques et des contre-attaques sur le relief traître et escarpé de Gallipoli. Mais les assaillants ne parviendront jamais à s'emparer des hauteurs de la péninsule. Les Ottomans, bien plus motivés que prévu, sont de plus très bien encadrés par des conseillers allemands. Depuis leur bastion et point d'appui en surplomb, ils tirent le meilleur parti de leurs mitrailleuses et de leurs canons, faisant pleuvoir un feu meurtrier sur les têtes de pont. Au bout de 8 mois d'une guerre de position très coûteuse, les Alliés se décident à rembarquer leurs troupes. L'opération est tout simplement abandonnée.
En janvier 1916, le dernier soldat allié quitte la péninsule. Presque 250 000 hommes ont été perdus, dont plus de 8 000 Australiens tués ou blessés, et c'est un terrible revers. Finalement, la seule chose qui s'est bien passée, c'est l'évacuation. Les soldats australiens qui arrivent en Europe en 1916 ne sont donc pas tous inexpérimentés. La 5e division australienne est en effet formée en Égypte dès février 1916, juste après la fin de l'opération à Gallipoli. L'Australian Imperial Force passe alors de 2 à 4 divisions. Pour reconstituer les effectifs et créer ces nouvelles brigades et divisions avant le départ pour la France, de nombreuses nouvelles recrues sont donc envoyées directement depuis l'Australie. Elles font simplement étape en Égypte pour s'entraîner et être amalgamées aux vétérans sans connaître le feu. Mais ce feu, c'est dans les tranchées du nord de la France qu'elles vont le découvrir. Mais que se passait-il sur le front de l'Ouest en Europe pendant que les troupes de Lanzac combattaient aux Dardanelles ? Les pertes de chaque côté, déjà massives, n'ont fait que s'accumuler. En 1915, plusieurs offensives alliées, notamment en Champagne et en Artois, n'ont pas réussi à percer le front allemand, notamment du fait de la supériorité de l'artillerie allemande la plus lourde. Dès février 1916, le général von Falkenhayn, commandant en chef des armées allemandes, a répondu à ces offensives en déclenchant une attaque majeure, mobilisant 3 corps d'armée sur le secteur fortifié de Verdun. Il espère ainsi porter un coup décisif au moral des Français en prenant cette ville hautement symbolique. Ceux-ci, d'abord surpris, ont tenu bon et organisé efficacement la riposte. Mais les plans des Alliés s'en sont trouvés perturbés. Lancement de la première offensive franco-britannique, conçue dès le mois de décembre 1915 par le généralissime français Joffre, qu'il envisage comme une poussée décisive, a dû être retardé. Pire, l'armée française devant diriger une grande partie de ses moyens vers Verdun, l'opération va devoir finalement reposer principalement sur les troupes britanniques, qui verront là leur première opération d'envergure. La zone de l'attaque est déjà choisie, la Somme. Finalement programmée pour l'été 1916, son enjeu n'en est devenu que plus grand. Il va s'agir non seulement d'enfoncer le front en infligeant tant de pertes que tout le dispositif ennemi dans la Somme sera menacé, mais aussi ce faisant d'obliger le commandement allemand à détourner le plus de troupes possible de Verdun. L'attaque est lancée au premier jour de juillet 1916. C'est le début de la longue bataille de la Somme, un des épisodes les plus meurtriers de toute la Première Guerre mondiale. La 5e division australienne doit prendre sa place dans le vaste dispositif stratégique allié et celle qui lui est dévolue se trouve dans la région de l'île. Elle se dirige donc d'abord vers Alexandrie et quitte l'Égypte par bateau entre le 16 et le 23 juin 1916. De là, plusieurs dizaines de trains amènent hommes et matériel dans le département du Nord, tandis que les civils français les saluent avec enthousiasme tout le long du trajet à travers le pays. Mais à quoi ressemblent-ils ces soldats australiens dont beaucoup s'émerveillent alors devant les paysages français verts et fertiles qui défilent devant eux ? Leur uniforme et leur armement sont assez comparables à ceux de leurs camarades anglais et du reste de l'Empire britannique qui sont déployés en France. La tenue, vous en voyez une juste ici, elle est prévue pour le climat européen, elle est en laine, d'une teinte terne et discrète appelée kaki. Néanmoins, certains détails de la vareuse diffèrent de ceux de son équivalent anglais, parce que le modèle australien, qui a commencé à être produit et distribué juste avant le déclenchement de la guerre, il est inspiré par les vestes rurales australiennes, les bush jackets. Il comporte 2 grandes poches, juste ici, et des poignées boutonnées façon chemise qui rendent déjà les soldats australiens en tout cas bien reconnaissables au milieu des autres troupes britanniques. Il se distingue aussi par l'attribut métallique Australia, juste là, porté sur les pattes d'épaule, et surtout par un chapeau devenu emblématique, le slouch hat. Et ça tombe bien parce que j'en ai un juste ici. Ce genre de chapeau de feutre dont le nom signifie littéralement chapeau avachi est souple et à large bord. C'est très pratique sous les climats chauds pour se protéger du soleil. On pourrait l'appeler en français chapeau de brousse. Alors au départ, c'est un accessoire aussi bien civil que militaire et il existait bien avant 1914. On le retrouve dans plusieurs armées coloniales de l'Empire britannique et d'ailleurs, les Néo-Zélandais l'utilisent aussi, mais coiffe réglementaire du soldat australien depuis 1903, il en devient vite le symbole. Celui-ci le porte avec un bord relevé et tenu en place par un insigne métallique représentant la couronne impériale britannique sur fond d'un soleil levant. Cet insigne, introduit quelques années auparavant, en 1902, durant la Deuxième Guerre des Boers en Afrique du Sud, va devenir l'emblème de l'armée australienne. Mais le slouch hat, vu le nombre astronomique de blessures à la tête causées par éclat d'obus, eh bien, il n'est pas adapté à la guerre moderne sur le front français. Les Français ont d'ailleurs commencé à doter leurs troupes du casque dit Adrian dès septembre 1915, tandis que les Allemands ont commencé à distribuer le solide Stahlhelm, casque d'acier, dans le cadre des combats de Verdun, début 1916. Les Anglais ont bien eux aussi conçu un casque d'acier à large bord, le Brodie. Mais
tous ne l'ont pas encore reçu à la mi-juillet 1916. Et à Fromelles, si la plupart des bataillons australiens en ont été équipés, ce n'est pas le cas de tous. Ces soldats-là vont se retrouver à devoir monter à l'assaut avec leur chapeau, sans aucune réelle protection de tête. Nos Australiens sont aussi armés du fusil de dotation de l'armée anglaise, le Lee Enfield. Et comme tous les fusils d'infanterie de l'époque, c'est un fusil à verrou, ce qui signifie qu'il faut actionner le mécanisme de culasse entre chaque tir pour faire monter une cartouche dans la chambre. Alors ce Lee Enfield, il peut être théoriquement chargé avec 10 cartouches, en pratique c'est souvent plutôt 5 ou 8 pour que le système fonctionne sans incident. Un soldat assez expérimenté peut tirer ainsi plusieurs dizaines de coups par minute si la situation l'exige. Les différentes brigades de la 5e division arrivent dans le nord et débarquent des trains. Les Australiens se dirigent vers leur ligne. Ils passent par Armentières les 11 et 12 juillet et prennent leur position dans les tranchées. Pendant ce temps, bien plus au sud, la bataille de la Somme fait rage. L'offensive a été déclenchée le 1er juillet 1916 sur un front de 40 km après une préparation d'artillerie d'une semaine. Si les Français ont remporté quelques succès tactiques plus au sud, l'attaque a démarré de façon catastrophique pour les Anglais par le jour le plus meurtrier de toute l'histoire de l'armée britannique. En une poignée d'heures, elle a perdu environ 58 000 hommes sur ces quelques arpents de terre à l'est d'Amiens. Mais pour l'état-major, il est hors de question de stopper cette opération préparée de longue date. L'attaque se poursuit. La bataille de la Somme va durer plus de 140 jours jusqu'en novembre 1916. Comme l'objectif est en partie de forcer les Allemands à retirer des troupes du secteur de Verdun, Anglais et Français veulent aussi absolument éviter que d'autres troupes allemandes disponibles ailleurs, plus au nord et notamment dans les secteurs de Lille et de Lens, puissent venir rapidement soutenir les défenses de la Somme. Il faut donc fixer les Allemands sur leur propre ligne et détourner d'éventuels renforts. Après quelques jours, cet enjeu devient pressant car on constate que plusieurs bataillons allemands ont déjà quitté le secteur de Lille pour la Somme. Il faut donc faire diversion avec une vraie bataille. Sir Charles Monro, qui commande la première armée britannique, a hésité entre attaquer à Vimy, plus proche de la Somme pour soutenir la manœuvre d'ensemble, ou attaquer vers Aubert et Fromelles pour faire diversion. Les circonstances lui imposent la seconde option. C'est ainsi qu'on planifie une attaque qui sera appelée la bataille de Fromelles. C'est la première action à laquelle les Australiens vont prendre part sur le front de l'Ouest. Dans le nord de la France, l'île est occupée par les Allemands depuis octobre 1914. À quelques kilomètres de là, Fromelles est alors une toute petite bourgade qui se trouve derrière les lignes allemandes depuis cette même date. La 5e division australienne lui fait face. Les villages de Fromelles, Aubert et Le Mesnil forment une ligne parallèle au front. Ces 3 villages sont sur la crête d'Aubert, un bourrelet de terrain culminant seulement à 39 mètres de haut, mais qui surplombe néanmoins le secteur, qui est plutôt plat. Et surtout, il domine la ligne de front, une position défensive idéale pour les Allemands qui peuvent observer les préparatifs d'attaque. Les Britanniques comptent avancer le plus possible, capturer les premières lignes allemandes et, si possible, s'emparer d'une position saillante en avant de Fromelles qu'ils nomment Sugarloaf, le pain de sucre. Les Australiens de la 5e ne seront pas seuls. Ils attaqueront avec la 61e division britannique, une division d'infanterie qui fait office de division de réserve pour la 48e division de South Midland, engagée sur la Somme. Toute cette infanterie sera soutenue par une forte concentration d'artillerie et appuyée d'escadrons d'avions pour la reconnaissance et l'ajustement des tirs. Les Australiens de la 5e sont chargés d'attaquer sur un front d'un peu moins de 2 km. Chaque brigade couvrira environ 600 mètres et 4 vagues d'assaut sont prévues. La première se faufilera jusqu'au barbelé ennemi, attendant en se couchant au sol que la préparation d'artillerie s'arrête avant de passer à l'action. Les 3 autres vagues s'échelonneront plus en arrière, tous les 100 mètres environ, attendant d'avancer chacune à leur tour. Le plan prévoit que la première vague s'empare de la première tranchée allemande, puis que la deuxième vague, plus fraîche, prenne la seconde. Les attaquants devront barricader leurs flancs pour éviter d'être débordés et mettre en place 2 tranchées à travers le No Man's Land, ce qui permettra de faciliter les déplacements et le ravitaillement en munitions. Sur le flanc droit des Australiens, les Anglais de la 61e doivent aussi avancer en prenant environ 2 km de front à leur compte. En face des Australiens, les positions allemandes sont occupées par la 6e division bavaroise de réserve, et plus précisément le 21e régiment bavarois. Les 16e et 17e régiments bavarois de réserve sont quant à eux face à la 61e division britannique. Par ailleurs, il faut signaler qu'au sein de ce 16e bavarois, un homme bien particulier tient le rôle d'estafette, c'est-à-dire qu'il assure le transport des messages entre le front et le commandement allemand. Cet homme, alors sous-caporal, c'est Adolf Hitler. Il se dira marqué par son expérience de guerre et en 1940 reviendra sur les lieux. Mais ça, c'est une autre histoire.
Il faut surtout bien noter que cette 6e division bavaroise a déjà violemment repoussé une attaque britannique exactement au même endroit plus d'1 an auparavant, lors de la bataille de la Crête d'Aubert en mai 1915. Elle avait alors réussi à infliger 10 fois plus de pertes qu'elle n'en avait subies. C'est qu'à partir de janvier 1915, les Allemands ont fortifié leur position du front de l'Ouest sur ordre de Falkenhayn avec des réseaux de tranchées élaborés, des nids de mitrailleuses et des abris bétonnés. Pour autant, les officiers qui planifient l'attaque de 1916, confiants, négligent ces faits-là. Ils pensent que la préparation d'artillerie prévue suffira tout simplement à désorganiser et même détruire le dispositif allemand avant que l'infanterie ne passe à l'attaque. Mais il y a pire encore. Alors que la plus élémentaire tactique impose absolument que les attaquants soient plus nombreux que les défenseurs lors d'un tel assaut frontal, les troupes qui vont mettre le plan en œuvre sont en claire infériorité numérique par rapport aux Allemands du secteur. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas passifs, loin de là. Dans la nuit du 14 au 15 juillet, quelques jours à peine avant l'attaque australienne et pour répondre à une attaque au gaz par la 61e division britannique, des soldats du 21e régiment bavarois, menés par le lieutenant Harder, lancent un raid sur les lignes australiennes. Ils parviennent à infliger 160 pertes et même à faire quelques prisonniers. Ce terrible avant-goût laisse entrevoir aux Australiens la combativité de leurs ennemis. Le temps est alors frais et humide, et même brumeux, en particulier la nuit, depuis plusieurs jours. L'attaque initialement prévue pour le 17 juillet est reportée de 2 jours à cause de la pluie qui bloque la visibilité et empêche une préparation d'artillerie efficace. Le 19 juillet, le brouillard se lève à 11h du matin et les canons entrent massivement en action. Ils tonnent continuellement pendant 7 heures d'affilée, sans la moindre seconde de répit, écrasant le paysage et retournant les tranchées ennemies. Les soldats australiens se bouchent les oreilles. À midi, les Allemands envoient 2 avions pour repérer les positions d'artillerie britanniques et 1 heure plus tard, leur propre artillerie répond violemment. Le dépôt de munitions du 31e bataillon australien explose, blessant son commandant et nombre de ses hommes. Les bataillons qui s'apprêtent à sortir des tranchées se préparent. Ils s'équipent plutôt légèrement. Chaque soldat australien emporte son fusil et ses munitions bien sûr, des rations, des grenades et quelques sacs de jus de vide. Ceux-ci pourront être remplis de terre pour créer une position défensive en urgence en cas de besoin. À 14h30, les observateurs alliés se rendent compte que les amas de barbelés devant le Sugarloaf n'ont pas été coupés par les bombardements. L'ordre est donné d'accroître la pression d'artillerie sur ce point, mais il n'arrive qu'à 17h et bien trop tard, car l'attaque est prévue peu de temps après. À cette heure-ci, les tranchées de premières lignes australiennes sont de plus toujours sous le feu des canons allemands, ce qui gêne terriblement la mise en place des hommes. Pire, une nouvelle arrive selon laquelle plusieurs nids de mitrailleuses allemands sont toujours là. En fait, sur les 72 bunkers allemands de première ligne, 68 sont encore intacts. Et sur les 4 km de front, les Bavarois disposent de 70 mitrailleuses, soit une tous les 50 mètres. À 17h15, les Britanniques de la 61e division émergent de leurs tranchées. Le problème, c'est qu'ils le font par de petits accès localisés qui les forcent à se regrouper pour sortir. Une sombre aubaine pour les mitrailleurs allemands, dont les tirs abattent les soldats au fur et à mesure qu'ils s'extirpent de ces ouvertures étroites. Très vite, les corps s'accumulent. 10 minutes plus tard, les Australiens partent aussi à l'attaque, dans un certain désordre car de véritables embouteillages se créent dans les tranchées. Le feu ennemi les cueille aussi, immédiatement. Les témoignages parlent de blessés touchés à nouveau avant même d'être tombés au sol et d'hommes littéralement coupés en 2 par le mur de balles. Le sol, détrempé voire marécageux, entrave la progression dans le No Man's Land. Malgré ces difficultés et des pertes déjà terribles, à 18h, certains attaquants s'approchent des positions des Bavarois et tentent de s'en emparer. À cette heure-là, les tunneliers font sauter une mine d'une demi-tonne sous les lignes allemandes qui font face à la 8e brigade. Vers 18h30, au centre de la ligne australienne, les 53e et 54e bataillons occupent les premières tranchées allemandes entre Rougeban, en avant de Fromelles, et la ferme de Langres. Conformément au plan, les Australiens essayent de s'y consolider sans attendre et cherchent à atteindre la seconde ligne, qui est leur objectif clé. Mais ils ont du mal à se repérer dans le fracas de la bataille. Certaines tranchées se révèlent plus en arrière que prévu et les hommes font face à des amas de barbelés tout en subissant des tirs de flanc. Les choses commencent alors à réellement tourner mal pour les soldats australiens. Leur propre artillerie, qui ne peut prendre la mesure de la progression de certaines unités, continue de cibler les tranchées allemandes qu'ils occupent. Pire, l'artillerie allemande en arrière du front recule son propre feu, bombardant le No Man's Land, ce qui gêne, voire bloque complètement les vagues de renforts prévues. Le commandement envoie de nouveau des troupes à l'assaut dans l'espoir de prolonger l'offensive, mais c'est peine perdue.
Le général Haking, qui n'a pas pris la mesure de la situation, ordonne un nouvel assaut sur le front, et en particulier sur le Sugarloaf, pour 21 heures. Néanmoins, lorsque les rapports de perte lui parviennent, il décide de revenir sur sa décision et à 20h20, il ordonne à toutes les troupes de se retirer sous le couvert de la nuit. Mais si le général Mackay, qui commande la 5e division, reçoit bien la consigne de stopper l'action, ce n'est pas le cas de son subordonné, le général Harold Elliott, qui commande la 15e brigade sur le flanc droit australien. À 21h, il lance donc à nouveau ses hommes à l'attaque. Menés notamment par le major Hutchinson, ils quittent leur couvert à 200 mètres du Sugarloaf. Immédiatement ciblés par les emplacements de mitrailleuses face à eux, ils sont massacrés en quelques minutes. Les Allemands commencent à contre-attaquer implacablement et généralement à la grenade. À 21h30, la 15e brigade, éreintée et décimée, commence à reculer. Elle est repoussée jusque dans les lignes australiennes en laissant de très nombreux blessés sur le terrain. Le général Harold Elliott, seul Australien à ce niveau de commandement, restera marqué toute sa vie par ces moments. Lui qui s'était farouchement opposé à l'attaque et qui se battra durant toute sa carrière pour ne pas sacrifier inutilement la vie de ses hommes. Les témoignages parlent de cet officier en larmes, allant voir chaque survivant en lui serrant la main, le cœur brisé par les pertes qu'il jugeait absurdes et inacceptables. Affligé d'un syndrome post-traumatique, il occupe 2 mandats de sénateur en Australie après la guerre avant de se suicider en 1931, hanté par les fantômes du conflit. Mais à Fromelles, le coucher du soleil ne marque pas la fin des combats, car les Allemands sont bien décidés à repousser les attaquants le plus vite possible. Les soldats des 2 camps doivent donc continuer à se battre sans répit, dans une obscurité continuellement déchirée par les explosions et traversée par les bruits des tirs et les cris des blessés. Les troupes australiennes qui ont réussi à prendre la première tranchée allemande et à s'enfoncer de quelques centaines de mètres de plus se retrouvent isolées. Obligées de se fortifier tant bien que mal sur place, elles forment des îlots de résistance vite encerclés, plus ou moins coupés de leur propre ligne. Le sol, trop boueux, ne permet pas de remplir correctement les sacs de sable pour créer de vraies positions défensives. La situation de la 14e brigade devient vite désespérée. Après 23 heures, les Australiens se retrouvent harcelés de toutes parts, y compris sur leurs arrières. De son côté, la 8e brigade, qui a reçu des renforts et des munitions au coucher du soleil, tente de s'accrocher aux tranchées allemandes capturées. Mais elle aussi subit de rudes contre-attaques frontales et de flanc avec des tirs de mitrailleuses incessants. Malgré tout, elle tient une grande partie de la nuit. Britanniques et Australiens sont peu à peu repoussés, parfois dans la confusion. Des soldats isolés ou blessés se battent sur place ou cherchent leur propre ligne. Un certain nombre sont capturés. Certains bataillons, comme le 31e et le 54e, se sont enfoncés assez profondément dans les lignes, mais ne trouvant pas les autres lignes allemandes et étant sous le feu ennemi, ils doivent rebrousser chemin. Vers 4h du matin, la situation de la 8e brigade est complètement désespérée. Certains de ces soldats sont engagés dans un combat rapproché avec les unités bavaroises, parfois à la crosse de fusil. D'autres essayent bien de battre en retraite, mais sont bloqués par les tirs ennemis. Les munitions manquent. À 5h du matin, les généraux britanniques se réunissent et envisagent une nouvelle attaque par la 61e division, mais abandonnent rapidement l'idée. À 5h10, le général Munro, commandant la première armée, donne un ordre de retrait général. Mais cet ordre ne parvient à la 8e brigade qu'à 7h50 du matin, 2 heures après. Beaucoup de soldats alliés, complètement encerclés, doivent se rendre. À 9h, les derniers survivants des 53e et 54e bataillons, bien souvent blessés, rejoignent les lignes britanniques. Craignant une nouvelle attaque, les Allemands décident de déclencher un nouveau bombardement. L'artillerie australienne répond. Au matin du 20 juillet, la bataille est terminée. Elle n'a duré que 22 heures. Le champ de bataille offre une vision glaçante. Des milliers de corps gisent au milieu des barbelés et des innombrables cratères boueux. L'attaque de Fromelles est un échec complet. Le bilan des pertes de cette bataille brève et meurtrière est très lourd. Les Australiens ont perdu 5533 soldats, dont 1917 tués et plus de 3500 blessés, prisonniers ou disparus. C'est le jour le plus meurtrier de toute l'histoire de l'armée australienne. De leur côté, les Britanniques qui ont participé à l'attaque déplorent 1500 pertes. Pour les Bavarois, seulement 1600 soldats sont hors de combat. Le 20 juillet, le haut commandement britannique diffuse un court communiqué qui occulte totalement la véritable teneur des événements. Hier soir, nous avons effectué au sud d'Armentières plusieurs raids importants sur un front de 3 km auxquels ont pris part les troupes australiennes. Environ 140 Allemands ont été capturés.
Dans les 3 jours qui suivent les combats, de nombreux soldats australiens s'aventurent à porter secours à des camarades blessés qui sont restés bloqués entre les lignes dans le No Man's Land. Si des négociations en vue de mettre en place une trêve ont bien été entamées avec les Allemands pour cela, elles n'ont malheureusement pas abouti. Les volontaires, dont beaucoup du 27e bataillon qui n'a pas combattu, sortent sans armes des tranchées et ramènent au péril de leur vie les survivants sur leur dos ou sur des brancards. On sait que les soldats allemands, lorsqu'ils les ont vus, ne leur ont généralement pas tiré dessus. C'est d'ailleurs pour rendre hommage à cet élan de solidarité et de courage qu'une statue a été inaugurée en 1998 au centre du parc mémorial de Fromelles, où je me trouve aujourd'hui. Intitulée Cobbers, ce qui signifie les potes, elle est aujourd'hui un des plus grands symboles de cet épisode de l'histoire de l'armée australienne. À l'issue de la guerre, les Australiens enterrent 400 de leurs morts à 2 km au nord de Fromelles. Ce lieu devient connu pour les troupes britanniques sous le nom de Vesey Corner, ce qui est semble-t-il une référence sombrement ironique à la Victoria Cross, prestigieuse décoration britannique reçue pour bravoure face à l'ennemi. Les raisons de l'échec sans appel sur Fromelles sont multiples. D'abord, un plan mal abouti et irréaliste, faisant fi des réalités du terrain, en particulier du relief, de la solidité et du positionnement de la défense allemande. Faisant fi aussi des réelles possibilités tactiques au vu des effectifs disponibles pour l'assaut, et ensuite un optimisme démesuré quant à l'efficacité des préparations d'artillerie. En prime, un déficit de renseignement et des problèmes de communication et de coordination qui ont eu de graves conséquences pour les unités engagées. Enfin, des troupes insuffisamment expérimentées pour un front où l'intensité et la forme du combat, le volume de matériel moderne employé et le degré d'expérience et de compétence de l'ennemi ne laissent en 1916 la place à aucune improvisation. Les soldats allemands, très réactifs, ont même durant la bataille ouvert des écluses afin d'inonder leur seconde ligne et les Australiens qui auraient pu les atteindre et les défendre. Fromelles n'est que le début de l'engagement des Australiens en Europe en 14-18, puisque ceux-ci combattront jusqu'à la fin de la guerre. Mais cette bataille de Fromelles n'a pas été sans conséquences. La bataille de Fromelles, c'est un peu une bataille oubliée, c'est-à-dire que comme c'est une défaite britannique et pas une énorme victoire côté allemand, elle va passer un petit peu en retrait, on va dire, de certaines grosses batailles, surtout que c'est censé être une attaque de diversion, sauf qu'au regard des chiffres, on peut appeler ça une bataille. Ces pertes vont avoir des conséquences en Australie. Les Australiens sont majoritairement pendant la bataille de Fromelles sous commandement britannique, ce qui fait qu'il va casser une sorte de liaison qui a été faite au démarrage de la guerre et qui du coup va mettre un peu les Australiens à mal ou alors vont refuser parfois d'être sous commandement britannique ou très mal le prendre. Donc ils vont un peu leur en vouloir pendant plusieurs années et mettre ça un peu sur le dos des Britanniques, le fait qu'ils sont mal gérés. D'ailleurs, les Allemands vont même publier un article dans les journaux allemands disant que les Australiens sont de très fiers combattants, sont des véritables lions mais gérés par des ânes. Mis à part ça, en Australie, on a aussi des conséquences directes, c'est-à-dire que des familles vont être en attente d'une réponse. Pour la plupart des soldats, on va avoir énormément de portées disparues pendant la bataille. Ne trouvant pas le corps, au bout d'un an, il y a des cours martiales qui se passent où on statue sur chaque soldat porté disparu pendant la bataille de Fromelles et la plupart d'entre eux vont être considérés comme tués au combat, mais missing in action, donc perdu également. La Première Guerre mondiale pour les Australiens, c'est également un trou démographique, c'est-à-dire qu'on perd 10% de la population d'un coup, masculine, ce qui fait qu'il va y avoir un creux démographique après ça, qui va être très dur à relancer et qui ne sera repris que vers la Deuxième Guerre mondiale, ce qui fait que ça va laisser un énorme vide sur une population qui n'est que de 5 millions à l'époque en Australie. Donc comparé à la taille du pays, c'est considérable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la bataille de Fromelles n'est pas simplement une action tactique sanglante dans la longue liste des offensives de 14-18 qui n'ont pas tenu leurs promesses. Elle est aussi un bel exemple de comment ce genre de tragédie peut devenir à la fois un objet de mémoire et de recherche scientifique. En effet, si elle reste très méconnue en France, Fromelles a fini par trouver sa place dans la mémoire australienne de la guerre. Le taux de perte inédit subi en quelques heures sur ces quelques kilomètres carrés à l'ouest de l'île en est venu à représenter pour un certain nombre d'Australiens la saignée de la Première Guerre mondiale. Mais cela n'a pas été immédiat, il a fallu un long processus. On l'a dit, dans un premier temps, le commandement dissimule la réalité des faits, et ce n'est que petit à petit que la vérité émerge. Pendant des décennies, Fromelles reste une bataille largement oubliée. C'est surtout la campagne des Dardanelles qui a, à l'époque, profondément marqué les esprits. Les
mémoires australiennes et néo-zélandaises de la guerre se sont d'abord plutôt construites autour de cet épisode-là. Dès 1916, un Anzac Day, ou journée de l'Anzac, est célébré de manière informelle dans des églises à Melbourne, à Brisbane, mais aussi à Londres. Dès 1923, la journée du 25 avril est reconnue comme fête nationale dans tous les États d'Australie. La bataille de Gallipoli est ainsi souvent considérée comme un jalon majeur dans l'émergence d'une conscience nationale australienne. Elle est commémorée tout au long du siècle, tandis que Fromelles ne reçoit guère d'attention de la part du public australien. Mais dans les années 2000, un événement a eu lieu qui allait permettre une réévaluation symbolique de l'importance du drame de Fromelles en relançant l'intérêt pour la bataille. Cet événement, c'est la découverte de fosses communes contenant les restes de plusieurs centaines de soldats australiens et britanniques. En effet, en 1916, les Allemands, au moment où ils reprennent et réoccupent les tranchées qu'ils avaient brièvement perdues à Fromelles, ils font face à un problème tristement habituel de la Première Guerre mondiale. Les positions sont pleines de cadavres. Il faut les enlever au plus vite pour dégager le passage et surtout éviter qu'ils ne se décomposent sur place en causant tous les désagréments qu'on peut imaginer. Les odeurs, les maladies, et du coup ils font avec le corps de leurs ennemis ce qu'on fait souvent à l'époque. Ils les enterrent comme ils peuvent, non loin des lignes, dans des fosses communes, en documentant le tout. Mais l'emplacement est vite oublié, car après la guerre, le village de Fromelles reprend vie. Les terres environnantes redeviennent cultivées et les fosses communes restent intouchées pendant plus de 90 ans. Pour les Australiens, ça va devenir les 24 heures les plus sanglantes de leur histoire militaire. Ça va profondément les marquer, parce qu'à l'issue de la bataille, on va dénombrer près de 1300 disparus côté australien. À l'échelle de la Première Guerre mondiale, ça peut paraître peu, mais 1300 hommes qui disparaissent à l'issue d'une bataille, c'est quand même assez important. Et ces Australiens vont revenir en fait sur le champ de bataille au fur et à mesure des années, dès les années 20. Il va y avoir la construction des cimetières. Ils vont venir aussi commémorer en fait ces hommes qui sont morts ici sans savoir vraiment où se recueillir. Jusque dans les années 90-2000, où il y a énormément de recherches qui se font sur le terrain, ici avec des associations comme Fromelles Web Terre de Mémoire, mais également en Australie, où certains auteurs vont commencer à se renseigner sur les bataillons, et donc des bataillons qui ont combattu à Fromelles. Grâce à ça, ils vont publier des livres, comme Don't Forget Me Cobbers par exemple, qui est à l'origine finalement de la recherche. En faisant ces fouilles et ces recherches, ils vont découvrir un élément marquant, c'est la présence de potentielles fosses communes à Fromelles. Des éléments dans des rapports allemands, mais également dans des rapports britanniques, australiens, qui font état de ces potentielles fosses où des soldats australiens et britanniques auraient été enterrés par les Allemands. Sans réelle information concrète, il y a donc des recherches qui sont faites. Les historiens amateurs vont croiser les archives photographiques, parce qu'en fait, il y a des campagnes aériennes qui sont faites pendant les guerres, et à un moment donné, on va découvrir en fait un bois, qui n'est pas très loin d'ici, où on découvre des cavités, c'est-à-dire des trous, un certain nombre de trous, qui sont existants juste après la bataille de Fromelles et qui sont rebouchés durant le conflit. Ils vont sensibiliser à l'appui des archives allemandes et à l'appui des photographies aériennes les autorités britanniques et australiennes pour déclencher un diagnostic qui aura lieu en 2007 puis en 2008. Il y a eu des pré-fouilles par le GWARD, qui est Glasgow University, qui va venir ici avec une équipe d'archéologues qui vont trouver les premiers corps et prouver qu'il y a bien des fosses communes à Fromelles. On estime le nombre entre 245 et 400 corps à ce moment-là. Ce n'est qu'en 2009 où Oxford Archaeology va venir travailler sur place pendant 6 mois avec une équipe de 35 spécialistes avec différentes professions qui vont donc découvrir 250 corps de soldats australiens et britanniques dans ces fosses communes de Fromelles. 5 fosses ont donc été découvertes d'environ 50 soldats chacune. Ces soldats, ils sont entourés aussi d'objets, de près de 6000 objets qui vont être retrouvés avec eux. Ces objets vont permettre aussi d'aller jusqu'à l'identification des soldats. Parce qu'un objet, par exemple, on va retrouver un faux palais avec le nom du soldat qui est noté en fait sur le faux palais. Donc là, c'est vrai que l'identification est plutôt simple. Par contre, pour d'autres soldats, on va mesurer la taille, on va prendre tous les éléments anthropologiques pour permettre de déterminer par rapport aux disparus de la bataille de Fromelles, pour essayer de réduire le faisceau de présomption sur un certain nombre de soldats. Et ensuite, la dernière technique qui est utilisée, c'est l'ADN. Parallèlement aux fouilles, il y a un grand mouvement en Australie auprès des familles
pour permettre de recueillir l'ADN de ces familles. Là, on redécouvre la bataille de Fromelles aussi à ce moment-là et cette histoire, et l'histoire de ces familles qui vont donner leur ADN pour permettre l'identification des soldats. On a un peu moins de 100 soldats qui sont identifiés en 2009-2010. Le 19 juillet 2010, on a un peu moins d'une centaine. Aujourd'hui, on est à 180 soldats identifiés puisque l'ADN a été pris sur chacun des soldats et les recherches généalogiques continuent auprès des familles pour retrouver les descendants des soldats de la bataille de Fromelles. On est là pour raconter ce qui se passe en fait, pour aussi raconter l'histoire en fait de ce qui se passe encore aujourd'hui. Alors c'est vrai que on parle de la bataille de Fromelles, mais on parle de ce qui s'est passé en 2009 avec la découverte de ces corps et jusqu'où en fait ça a été un moment très important même dans l'histoire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Fromelles avec la découverte des 250 corps de soldats, c'est particulièrement important dans l'histoire de l'archéologie puisque c'est un peu une première en fait ce qui s'est passé à Fromelles. Aujourd'hui, les techniques qui ont été employées à Fromelles, elles sont utilisées notamment par la Commonwealth War Grave Commission, donc qui est une entité qui s'occupe notamment des tombes de guerre britanniques et qui va utiliser ces méthodes-là quand on va retrouver un corps, quand il y a des constructions qui sont faites, notamment des lotissements, et on va retrouver un corps. La gendarmerie va être mobilisée, ils vont appeler la Commonwealth et le corps va être traité de la même manière, en fait, sur le même process qui a été utilisé à Fromelles. À l'époque, les archéologues ont traité le site comme une scène de crime, avec tous les professionnels mobilisés, avec l'idée à la fin de pouvoir identifier chacun des soldats retrouvés. C'était vraiment le but de cette fouille. Et ça, c'est absolument novateur, ça n'existait pas à l'époque. C'est un pas important ce qui s'est passé à Fromelles. Donc nous, on est là pour raconter cette histoire et aussi dire que des choses se poursuivent. Il y a une dimension très importante de pédagogie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va venir essayer de faire de la détection avec son détecteur de métaux, il va peut-être faire remonter une médaille ou un bouton, et c'est ce bouton en fait qui aurait permis d'identifier le soldat qui est un petit peu plus loin en fait dans le sol et qui va peut-être, son corps va peut-être remonter à un moment donné du sol d'ici une dizaine d'années. Donc prendre cet objet, c'est ruiner les chances d'avoir une identification. Donc ça, c'est tout un rôle pédagogique qu'on essaie de faire. On essaie aussi de travailler avec les partenaires nombreux, les services régionaux d'archéologie, la DRAC, donc le ministère de la Culture, le département, la Commonwealth, pour essayer de travailler sur cette archéologie des conflits contemporains pour essayer d'avoir une méthodologie propre qui sera utilisée à un moment donné sur ces sites de la Première Guerre mondiale. En 2014, à la création du musée, à l'inauguration du musée, il faut savoir que sans les Australiens, sans le gouvernement australien, le musée n'aurait sûrement pas cette forme puisqu'ils ont donné une subvention importante à la création du musée. C'est une des plus grosses subventions qui a été apportée en fait avec celle de la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque pour symboliser leur attachement et leur volonté de créer ce nouveau musée. On a les gouvernements, mais on a aussi les Australiens qui représentent une partie importante des visiteurs étrangers du musée. C'est la partie la plus importante. L'année dernière, ils étaient autour de 30% de visiteurs étrangers au musée. On est plutôt entre 30 et 40% de visiteurs étrangers, en grande majorité australienne, donc qui viennent de l'autre bout du monde visiter le musée. Et ce qui est vraiment intéressant et ce qui est toujours fascinant, c'est de voir leur motivation, pourquoi ils viennent ici. Alors, parfois un peu en pèlerinage sur les différents sites de mémoire. Certains vont venir vraiment spécifiquement pour Fromelles parce qu'ils ont la volonté d'aller voir leur ascendant qui est mort ici à Fromelles, de savoir où il a été tué, quelle est son histoire, pourquoi il s'est engagé ici. Et c'est vrai que ça nous arrive souvent de leur raconter des histoires. On recueille leur mémoire, on recueille parfois leurs archives qu'on présente au musée. Mais on est là aussi pour leur apprendre des choses pour certains qui sont un peu plus éloignés de cette histoire. Alors je le disais, la journée de l'Anzac reste aujourd'hui encore la commémoration militaire la plus importante, à la fois en Australie et en Nouvelle-Zélande, où elle est bien plus reconnue et bien plus suivie que celle du 11 novembre, plus familière chez nous. Mais le temps long et le monde de la recherche ont permis petit à petit au tragique épisode de Fromelles de se faire une place, assurément justifiée, dans cette mémoire. Encore aujourd'hui, l'Australie et les Australiens gardent un lien extrêmement fort avec la ville de Fromelles, son musée, ses monuments, son cimetière et ses histoires qu'elle raconte. Chaque année, des milliers d'Australiens traversent la planète pour venir rendre hommage à leurs disparus, à leurs sacrifiés, qu'ils aient déjà été retrouvés ou pas encore. L'archéologie continue son travail pour identifier les soldats grâce à leurs effets personnels, leurs insignes et parfois des objets aussi simples et presque insignifiants que des boutons ou des pattes de colle d'uniforme. Chaque année, pour l'anniversaire de la bataille, le 19 juillet, les cérémonies ravivent le souvenir de ces événements et célèbrent parfois un soldat nouvellement identifié et retrouvé.
le musée reçoit souvent la visite des familles descendantes des soldats de Fromelles. C'est toujours l'occasion pour le personnel de partager le fruit de leurs recherches, des anecdotes, des photos parfois, et toujours beaucoup d'émotions. Encore aujourd'hui, l'histoire de la bataille de Fromelles s'écrit chaque jour, malgré le temps et malgré la distance. Plus d'un siècle après ces tragiques événements, l'histoire reste vivante. Notre enquête sur les traces des Australiens sur le front de l'Ouest en 1916 arrive à son terme. Indiscutablement, la bataille de Fromelles est une victoire allemande. Une victoire défensive, certes. Les Allemands se sont contentés de stopper net les Australiens et les Britanniques. Mais cela rend cet affrontement assez représentatif des combats du milieu de la guerre, où l'avantage des positions bien retranchées était tellement supérieur aux moyens d'assaut que les manœuvres offensives tournaient généralement rapidement au massacre pour les assaillants. Tout comme sur la Somme, en 1916 à Fromelles, des troupes relativement mal préparées se sont jetées contre un système défensif sophistiqué tenu par des soldats ennemis aguerris, sûrs d'eux et motivés. Elles n'avaient ni les effectifs ni les moyens nécessaires à la réussite de cette attaque. Elles n'en ont pas moins tenté d'accomplir la mission qui leur était confiée, sans hésitation et avec courage. Si elle a été aussi sanglante que la bataille de la Somme en termes relatifs, Fromelles a été bien plus brève. Environ 22 heures seulement, une tentative de diversion qui a mal tourné. Mais ces quelques heures intenses ont suffi pour que les soldats australiens mesurent à quel point leur déploiement sur le front européen les mettait face à une épreuve inédite qui allait durer des mois, celle de la létalité extrême d'une guerre devenue pleinement industrielle. La bataille de Fromelles n'est finalement qu'un épisode tragique dans ce gigantesque bouleversement géopolitique qu'est la Première Guerre mondiale. Mais derrière cette grande histoire, c'est une multitude de tragédies humaines qui se sont déroulées là, dans les champs du nord de la France.